Mesdames et messieurs, bonjour. La séance du conseil municipal est ouverte. Madame Bourgeois va procéder à l'appel. Monsieur le maire, donc Monsieur Joseph Jean-Paul. Présent. Madame Eck, représentée par Monsieur Secaldi. Monsieur Chorel Jean-Pierre. Madame Sarkisian Dalida, représentée par Monsieur Rocheteau. Monsieur Rocheteau Philippe. Madame Nadjaria Marlène. Monsieur Bertoncini Franck. Madame M. Elodie. Madame Bourron Valérie. Moi-même. Monsieur Fréani Laurent. Monsieur Valéro Gérard. Monsieur Roux Christian. Madame Bertonieri Pascal. Monsieur Caparros Michel, absent. Monsieur Moidel, administre, représenté par Madame Bourron. Madame Revès-Ségolène. Madame Grisoni Martine. Monsieur Secaldi Michel. Madame Massoaline, représentée par Madame Bertonieri. Monsieur Bonnefoy Éric. Monsieur Garcia Antoine, absent. Monsieur Bocquet Gérard, absent. Madame Concalves Manuela, absente. Madame Pouchko Françoise, absente. Monsieur Palix Christian, absent. Monsieur Vivier Christian. Madame Lantillon Christine, absente. Et Madame Austen Véronique, absente. Merci. Nous allons commencer par voter le procès-verbal du conseil municipal du jeudi 10 octobre. S'il n'y a pas d'observation, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Nous allons passer aux décisions et contentieux. Une décision qui concerne l'occupation du domaine public, la fixation des redevances pour l'année 2020. Les montants sont inchangés. Et pour les contentieux, je passe la parole à Madame N. Oui, Monsieur le maire, merci. Plusieurs contentieux inscrits à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Premier contentieux qui a été introduit par la commune et qui intéresse l'arrêté préfectoral portant fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la CASB. En l'occurrence, nous contestons cette répartition au motif qu'elle lèse la commune de Bandol s'agissant de la répartition des sièges. Et ensuite, par voie de conséquence, d'annuler les délibérations des communes membres de la communauté d'agglomération qui a conduit à la prise de l'arrêté préfectoral et ensuite une somme au titre des frais irrépétibles. Deuxième affaire concerne 4 requêtes qui ont été introduites par le préfet, 2 en référé contre la délibération du conseil municipal du 11 juillet 2019 qui a acté le recrutement du directeur général des services, et ensuite 2 requêtes au fond qui sollicitent l'annulation du recrutement de ce directeur général des services. Vous avez eu à voter pour une délibération au dernier conseil municipal qui est venu clarifier la situation lors du conseil municipal, le dernier en date. Ensuite, nous avons un particulier qui a introduit une action devant l'ETA aux fins d'obtenir l'annulation d'un PV d'infraction dressé par un agent de la commune pour le non-respect de prescription s'agissant du permis de construire qui lui a été délivré. Dernier contentieux, c'est une affaire terminée qui opposait la commune à la SAS La Reine Gourmande et qui a fait l'objet d'une décision, enfin d'une ordonnance de non-lieu plus particulièrement. J'en ai terminé, Monsieur le maire, merci. Merci beaucoup. Avant de passer à la première délibération, je voudrais vous dire que jeudi prochain, il y aura un autre conseil municipal et dont l'ordre du jour sera très important et je vous en parlerai à la fin du conseil. Première délibération, Monsieur Chorel. Oui, Monsieur le maire. Cette délibération est relative à la modification simplifiée numéro 1 du plan local d'urbanisme, et plus précisément sur certaines modalités pour la mise à disposition du public. Donc, le plan local d'urbanisme de la commune de Bandol a été approuvé par délibération en date des 20 août 2013 et 22 décembre 2016. Par délibération en date du 11 juillet 2019, la déclaration de projet en portant mise en comptabilité du plan local d'urbanisme
en vue de la réalisation de la nouvelle structure pour la pouponnière des Lauriers-Roses a été approuvé. Par arrêté municipal en date du 8 août 2019, la procédure de modification simplifiée numéro 1 du plan local d'urbanisme. Et il apparaît que le règlement du plan local d'urbanisme nécessite des ajustements du fait d'imprécisions réglementaires, de lacunes ou de freins à la réalisation du projet. Donc ces modifications sont au nombre de 9. La première de ces modifications concerne les conditions d'accès pour permettre les extensions mesurées lorsque l'accès est inférieur à 4 mètres. Plus simplement, auparavant, cela posait d'énormes difficultés pour les constructions existantes. Si l'accès était inférieur à 4 mètres, le permis ne pouvait pas être délivré. Il y avait quelques problématiques avec cette clause-là pour des constructions existantes. C'était dommageable pour le devenir de ces constructions si nous ne pouvions pas autoriser des modifications avec des restrictions, bien sûr, quant aux extensions possibles. Le deuxième point concerne les niveaux maximums de construction dans toutes les zones urbaines, en complément des prescriptions de hauteur. Le règlement actuel peut être interprété, et il était interprété par certains architectes. Donc nous avons souhaité apporter des précisions et définir au-delà des hauteurs les niveaux R+1, R+2, R+3. La troisième modification concerne l'ajout d'un lexique dans les dispositions générales, puisque là aussi des interprétations pouvaient nous amener à devoir accorder des prospects architecturaux qui n'étaient pas dans l'esprit du PLU. Donc le lexique reprend les termes du Code de l'urbanisme, d'une part, et d'autre part de la pratique. Ce sont des termes acrotères, bandeaux, etc. qui sont explicités afin de ne plus avoir cette possibilité de latitude dans l'interprétation du règlement. Le quatrième point concerne la mise à jour relative aux dispositions générales concernant les règles applicables au lotissement. Cette mise à jour fait suite à un arrêt de la Cour de cassation, puisqu'il était mentionné dans le règlement que les règlements de lotissement antérieurs à certaines dates n'étaient pas maintenus, sauf s'ils avaient été approuvés de nouveau par l'Assemblée syndicale. Donc il y a un arrêt de la Cour de cassation qui est venu mettre de l'ordre dans ces règlements-là. Le cinquième point concerne une dérogation aux règles d'imperméabilisation des parcs et aires de stationnement de plus de 100 mètres carrés dans le secteur N2C, secteur naturel. Les règles d'imperméabilisation du PLU imposent la réalisation d'enrobés étanches sur les zones de parking, et ce point-là vient un peu en contradiction avec le classement des zones naturelles. Le sixième point concerne la modification de l'article UEB 13 qui réglemente les créations d'espaces verts pour les surfaces commerciales. Le septième point concerne une erreur matérielle qui concerne l'emplacement réservé sur la gare de Bandol, qui a été en partie supprimé lors de la révision du PLU dans la liste des emplacements réservés. Je dis en partie parce que cet emplacement réservé apparaît toujours dans la partie littérale, mais n'apparaît plus dans la liste des emplacements réservés. Donc le plan de zonage est maintenu, c'est simplement la correction de cette erreur matérielle.
Le huitième point concerne les dispositions réglementaires relatives aux habitations existantes en zone naturelle. Et enfin, le dernier point concerne l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement des abords. L'aspect extérieur concerne essentiellement les aspects toiture, avec dans certaines zones la possibilité d'inclure des toitures qui auparavant, les toitures terrasses, étaient mentionnées non accessibles. Et là, l'usage, on a constaté que l'usage, c'était que des toitures qui étaient inaccessibles devenaient accessibles. Donc dans la mesure où les prospects sont respectés, on ouvre la possibilité d'avoir ces toitures terrasses accessibles. Donc le principe de cette délibération, c'est de fixer les règles de mise à disposition du public. L'essentiel étant qu'un registre permettant au public de formuler ses observations sera mis à disposition en mairie du 21 janvier au 21 février 2020 au service de l'urbanisme. Chacun pourra consigner les observations, les souhaits de modification dans ce registre. En parallèle, les personnes publiques seront consultées, et à l'issue de cette consultation, le conseil municipal pourra délibérer pour l'adoption de cette modification numéro 1 au plan local d'urbanisme. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Monsieur Valero. Merci, monsieur le maire. Oui, Jean-Pierre, sur le point numéro 1, modifie les conditions d'accès pour permettre les extensions de durée lorsque l'accès est inférieur à 4 mètres. Ça veut dire que lorsqu'il y a des maisons qui existent déjà, mais que l'accès est à 3 mètres, s'ils ont la possibilité de pouvoir construire une deuxième maison, ils peuvent. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est sur les constructions existantes. Oui, c'est ce que je veux te dire. Non, on peut venir déposer un permis de construire pour modifier une construction existante. D'accord. Ça ne concerne pas du tout une nouvelle construction. Nouvelle construction. Les nouvelles constructions seront interdites toujours. D'accord. Donc une extension peut être possible. Tout à fait. D'accord, ok, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je précise que le but de cette modification, c'est de préserver la commune pour des interprétations un peu abusives et tendancieuses de notre PLU actuel pour pouvoir construire de manière excessive. Et le premier exemple est très important puisque certains promoteurs sont engouffrés dans la brèche avec les hauteurs et en profiter pour faire des R+3 quand les hauteurs étaient nettement inférieures à 9 mètres par exemple, suivant les secteurs. Donc toutes ces précisions sont faites pour préserver notre commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération Oui. numéro 2. Monsieur le maire, vous me permettez une rectification. J'ai commis une erreur tout à l'heure lorsque j'ai parlé du contentieux numéro 2. Je vous ai dit le recrutement du directeur général des services. Mea culpa, c'est le directeur général des services techniques. Je me suis rendu compte de mon erreur, donc voilà. Tout le monde avait rectifié. Hein. Merci. Délibération numéro 2. Monsieur Chaurel. Oui, monsieur le maire. Donc cette délibération est relative à l'opération façade. Valorisation des façades du patrimoine bâti. La ville de Bandol, soucieuse d'améliorer le cadre de vie de ses habitants et de voir renforcer l'attractivité de son centre-ville, a mis en œuvre une opération destinée à aider et inciter les propriétaires de centre-ville à effectuer des travaux de ravalement de façade de qualité. Cette opération comprend 2 types d'aides. Une aide technique et architecturale assurée par un architecte mis gratuitement à disposition des usagers. Et deuxièmement, une aide financière incitative de la ville à travers la mise en place de subventions au ravalement.
Donc pour les plus anciens de Bandol, cette opération a déjà existé et portait le nom de pacte Harim à l'époque. C'est dans la continuité de cette opération que nous nous inscrivons, en ayant redéfini le périmètre. Le pacte Harim ne s'intéressait qu'au périmètre qui avait été défini à l'époque du classement de la façade de l'église, qui définissait une zone de protection. C'était 500 mètres autour de l'église. Cette règle-là était un peu difficile à comprendre pour les bandolais qui ont des propriétés au nord de la voie ferrée, par exemple, qui se retrouvaient avec des règles applicables pour le centre-ville, alors qu'ils n'étaient pas du tout dans le centre-ville. A contrario, il y avait des zones au-delà des Albiviens qui sont dans le patrimoine centre-ville ancien de Bandol et qui n'étaient pas concernés. Donc, à travers cette opération façade, nous avons, en relation avec les architectes des bâtiments de France, nous avons redéfini un zonage beaucoup plus précis géographiquement, en définissant les rues concernées, et le découpage est fait réellement en s'attachant au centre-ville historique de Bandol. Donc cette opération façade est menée avec le soutien de la société Solia. Solia, c'est dans la continuité de l'enseignement la société Pacte Harim, qui aura donc en charge la mission conseil de cette opération. Les subventions seront plafonnées à 30% de l'opération. Chaque propriétaire devra en faire la demande auprès de la mairie, prendre contact avec l'architecte de la société donc Solia, qui aidera chaque propriétaire dans la définition, dans la rédaction du cahier des charges, afin que chaque propriétaire puisse faire sa consultation d'entreprise pour réaliser les travaux. La deuxième phase, l'architecte validera ou pas les devis présentés. À l'issue, le dossier sera présenté, s'il est validé par Solia, sera présenté aux services municipaux. Et dans la foulée, chaque opération fera l'objet d'une délibération accordant les subventions correspondantes. Alors, il n'y aura pas nécessairement une délibération par subvention, une délibération pourra faire l'objet de plusieurs subventions. Merci. Y a-t-il des questions? Je voudrais juste ajouter une précision. Le montant de la subvention communale donc, est fixé à 30%, et pour éviter qu'il y ait des dépenses intempestives, il y a un plafond qui est fixé en euros du mètre carré. J'ai présenté cette initiative et je l'ai poussée accompagnée avec l'engagement de Jean-Pierre Chorel, adjoint à l'urbanisme, et des services, parce que ça me paraît être un outil très utile pour dynamiser et améliorer la qualité du centre-ville. Ça se fera sur plusieurs années, mais voilà, je suis toujours soucieux qu'il n'y ait pas que la façade maritime de Bandol qui
soit mise à l'honneur. Voici. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 3, c'est l'ouverture de crédit d'investissement pour l'année 2020, sachant que la loi nous permet, heureusement, d'ouvrir des crédits et ensuite d'engager des dépenses et, si besoin, les mandater pour faire face aux dépenses d'investissement avant que le budget soit voté. C'est d'autant plus important cette année que, vu qu'il y a des élections au mois de mars, le budget sera voté au mois d'avril pour permettre à la nouvelle municipalité de valider ou pas le budget qui aura été préparé. Donc on peut inscrire au maximum le quart des crédits d'investissement de l'année précédente, et ce montant est de 2 412 000 €, et donc il est proposé d'ouvrir un montant de 1 966 000 €. Donc vous avez quelques opérations qui sont indiquées, toutes ne le sont pas forcément, dans la mesure justement où le budget sera voté au mois d'avril et qu'il y aura certainement des opérations à venir qui ne sont pas toutes répertoriées dans la note de synthèse que vous avez eue. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 4, ouverture de crédit d'investissement pour le port. Donc là, le maximum est de 964 000 € et il est proposé de voter l'ouverture de 900 000 € et ça concernera des études et notamment et surtout le début des travaux du quai ouest et de la capitainerie. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 5, c'est l'ouverture de crédit d'investissement pour le budget annexe du parking. Le montant maximum de 424 000 € et le montant proposé est de 130 000 € et ça concerne essentiellement pour l'instant l'achat de panneaux lumineux. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? La décision, délibération numéro 6, décision modificative numéro 4, elle concerne l'ouverture de crédit qui concerne le remboursement de la taxe d'aménagement. Il faut donc équilibrer la délibération modificative et on a pour cela déduit des crédits d'investissement qui ne sont pas et qui ne seront pas consommés au cours de l'année 2019. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Décision modificative numéro 3 concernant le budget annexe des parkings pour un montant de 5 000 €. C'est simplement pour sortir d'inventaire les anciens arrondateurs à la suite du renouvellement qui a été fait en 2018. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 8, subvention de fonctionnement 2020 pour le CCAS d'un montant de 310 000 €. Et c'est lié au fait qu'on ne pourra pas attendre le vote du budget primitif. La trésorerie du CCAS ne permet pas d'attendre, et notamment pour verser les salaires d'ici cette date. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 9, Monsieur Vivier.
Merci, Monsieur le maire. Cette délibération concerne la modification du tableau des emplois permanents de la collectivité. Le tableau des effectifs est un document primordial pour la gestion du personnel. Il constitue la liste par filière, catégorie, cadre d'emploi et grade des emplois titulaires ou non, supposés ouverts budgétairement, pourvus ou non à temps complet ou non complet. Le tableau des effectifs liste les emplois permanents de la collectivité, les emplois non permanents tels que ceux répondant à un accroissement saisonnier d'activité n'ont pas vocation à y figurer, mais font l'objet d'une délibération propre. Il en est de même pour les contrats aidés, les contrats d'apprentissage ou encore les vacataires. Excusez-moi. Le tableau des effectifs doit être mis à jour en fonction des créations ou suppressions d'emplois, des avancements de grade ou promotions internes, des mouvements de personnel et des réorganisations de services. Alors vous avez en annexe de cette délibération un tableau. Si vous voulez, j'en ai fait une synthèse. Nous avons 240 postes pourvus par 213 titulaires et 27 contractuels. C'était juste la synthèse du tableau que vous avez derrière. Vu l'avis favorable du comité technique en date du 25 novembre 2019, considérant qu'il appartient donc à l'Assemblée délibérante de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, par conséquent, il est proposé à l'Assemblée de fixer le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité ci annexé, d'autoriser le maire à procéder, le cas échéant, aux déclarations de vacances de poste et à prendre les dispositions relatives au recrutement, d'inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune, de transmettre la présente délibération aux représentants de l'État ainsi qu'au trésorier municipal, puis d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Fréani. Merci, monsieur le maire. Christian, s'il te plaît, serait-il possible de favoriser la promotion interne du personnel administratif, donc, et ne pas oublier les catégories C, parce que généralement ce sont de petits salaires? La question que tu me poses, c'est savoir si d'aventure il y avait un poste à pourvoir, un poste B, si on pouvait favoriser... Tout simplement de favoriser la promotion interne. Ça n'a strictement rien à voir. Hein. Je suis désolé, monsieur le maire. Non, mais la promotion, c'est un avancement en grade, éventuellement en échelon, tandis que là, on parle de vacances de poste, donc c'est pas la même problématique. Oui, peut-être, mais c'est lié de toute façon. C'était l'occasion de faire un commentaire qui ne concerne pas cette délibération. Je vous en Désolé, remercie. monsieur le maire, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas d'accord sur quoi? Votre raisonnement. Alors pour vous, c'est quoi la promotion interne? La promotion interne, c'est de faire une analyse de la valeur de la personne, et à juste titre, c'est que s'il y a toutefois un besoin au niveau donc, de la collectivité, au niveau des fonctionnaires, c'est bien évident effectivement de poser d'abord la question si quelqu'un peut le faire, à condition quelles sont les capacités requises, quelle est la formation requise pour essayer de... Donc un besoin en poste? Un poste à pourvoir? C'est peut-être un poste à pourvoir. Non, mais c'est l'objet de la délibération. Oui, bien sûr. Voilà. Tout à Donc fait. là, vous faites erreur, vous mélangez, je le répète. Je ne pensais pas, monsieur le maire. Il me semble que le sens de la question de M. Fréani, c'est de dire s'il y a un poste à pourvoir de catégorie B, par exemple, s'il était possible de le faire pourvoir par la catégorie C. Mais il faut savoir que dans l'administration, tous les gens ont le droit de passer des concours pour pouvoir accéder à des grades supérieurs, c'est-à-dire faire la démarche. Après, lorsqu'ils sont au niveau du concours réussi, alors là, une éventualité peut se présenter et ils peuvent y prétendre. Ce que j'ai dit en préambule, c'était de favoriser, c'est tout. Favoriser. Encore une fois, ça n'a strictement rien à voir. Je vais peut-être le répéter une troisième fois, comme ça sera peut-être compris. La promotion interne, c'est un avancement. Donc effectivement, normalement, on y accède par concours. Il y a une possibilité de le faire d'une autre manière, mais les vacances de poste, ça n'a strictement rien à voir. Alors, Voilà. Est-ce qu'on peut savoir, monsieur le maire, au niveau de la promotion interne aujourd'hui, donc de la partie administrative, qu'est-ce qu'il y a eu comme promotion interne aujourd'hui? Alors, il y a eu des dizaines et des dizaines Oh là là, d'avancements. des dizaines.
Oui, il y en a, Je ne pense pas, monsieur le maire. Il y en a Je pense pas. une trentaine l'année dernière. Non, je pense pas. Alors, le chiffre exact, Madame Herguier. Deux promotions internes, je vous remercie. Donc 22. Et encore une fois, vous mélangez tout. Là, il Je ne pense pas. s'agissait de vacances de poste. Non, non, je ne pense pas. C'est une question noble de tous. Et vous avez bien répondu, merci. Non, mais manifestement, vos informations sont approximatives, puisque ben oui, la directrice des ressources humaines vient de vous donner les promotions qui ont eu lieu l'année dernière au sein des effectifs de la fonction publique bandolaise. Donc, les chiffres annoncés sont tous sauf dérisoires. Votre question laisserait sous-entendre qu'il n'y a pas de promotion au sein de la ville de Bandol, ce qui est totalement faux. Pas du tout. La question, on a répondu à la question. Il y a deux personnes qui ont... Bon, donc nous allons passer à la délibération. On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 10, Monsieur Vivier. Merci, monsieur le maire. Cette délibération concerne le recrutement d'agents non permanents pour un accroissement saisonnier d'activité. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Il s'agit là des jeunes que l'on recrute pendant les vacances scolaires hiver et été. Les collectivités locales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents sur la base de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 afin de faire face à un accroissement d'activité saisonnier. Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 6 mois pendant une même période de 12 mois consécutifs, sinon la loi nous obligerait à l'égal. Compte tenu de l'accueil des enfants au sein des structures de Bandol Jeunes et du centre aéré pendant les vacances scolaires d'hiver et de Pâques qui se dérouleront du 15 février au 2 mars 2020 et du 11 au 27 avril 2020, il convient de créer des emplois non permanents à temps complet pour un accroissement d'activité saisonnier dans la limite maximale de 8 postes. Ces emplois non permanents ont vocation à être pourvus par des agents contractuels recrutés entre les 17 et 28 février et les 10 et 24 avril. Ils assureront des fonctions d'animateurs à temps complet au sein des structures de Bandol Jeunes et du centre aéré. La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice majoré correspondant au premier échelon du grade d'adjoint d'animation territoriale. Considérant qu'il est nécessaire de recruter des agents non permanents afin de faire face à un accroissement d'activité saisonnier durant les vacances scolaires pour l'encadrement des enfants accueillis dans les structures de Bandol Jeunes et du centre aéré. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter la création de 8 emplois non permanents destinés à faire face à un accroissement saisonnier d'activité pour les périodes du 17 au 28 février et du 10 au 24 avril 2020, d'inscrire au budget les crédits correspondants, puis d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 12, Monsieur Vivier. Merci, monsieur le maire. Délibération numéro 11, Monsieur Vivier. Oui, c'est ce qu'il a dit. Cette délibération concerne le recrutement d'un vacataire pour la gestion technique du théâtre Jules Verne. La gestion technique du théâtre Jules Verne requiert des compétences particulières afin d'assurer la production du spectacle professionnel. La commune ne dispose pas aujourd'hui des compétences requises en interne et fait appel à un prestataire pour assurer ses missions. En fait, c'est la régie des sons et lumières, etc. Afin d'éviter le recours à un prestataire extérieur, il est proposé de recruter un agent vacataire qui sera susceptible d'intervenir ponctuellement lorsque la gestion technique du théâtre ne pourra être assurée en interne. Le recours à un agent vacataire permettra également l'amélioration de l'entretien du théâtre et de son matériel, la sécurisation de l'installation technique du théâtre ou encore l'optimisation des fiches techniques et la négociation avec les productions pour diminuer les coûts de certains spectacles. Les collectivités territoriales peuvent recruter des vacataires lorsque 3 conditions sont réunies.
recrutement pour exécuter un acte déterminé, recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel, rémunération attachée à l'acte. Ces trois conditions étant réunies, il est proposé de recruter un vacataire pour effectuer les missions de gestion technique du théâtre Jules Verne sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 sur la base d'un taux horaire de 20 € brut. Vu le Code général des collectivités territoriales, par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à recruter un vacataire pour effectuer les missions de gestion technique du théâtre Jules Verne pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, de fixer la rémunération de chaque vacation sur la base d'un taux horaire brut de 20 €, d'inscrire au budget les crédits correspondants et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Fréani. Oui, merci, monsieur le maire. Monsieur Olivier, Oui. donc en préambule, vous évoquez la production de spectacles professionnels. Tout d'abord, il me semble qu'il faut régler un problème de fond. Quelle politique actuelle souhaitez-vous développer au théâtre? Là, il s'agit de recruter un vacataire, vous savez ce qu'est un vacataire, Bien sûr. pour, lorsque le besoin se fera sentir, il puisse réparer ou régler ou arranger des installations électriques voilà. On n'explique pas là ce qui va se passer lors des animations. Si vous voulez, je m'interroge parce que aujourd'hui, donc le théâtre Jules Verne est en perte. Il est vraiment en perte. Je vais prendre des exemples. Il y a 450 places aujourd'hui dans le théâtre. Donc on fait payer généralement 30 € la place, donc on est sur un budget de 13 500 € en gros. Quand on fait venir Stéphane Echer, quand on fait venir Michel Jonas, etc., on sait très bien qu'on est déjà en perte. Et je ne compte pas les frais de vacataire du personnel, je ne compte pas la sécurité, je ne compte pas la maintenance. Aujourd'hui, le